Ce soir, une contradiction tranquille au-dessus de nos têtes. L'univers contient plus d'étoiles que n'importe quel esprit ne peut en concevoir, dispersées dans l'espace dans toutes les directions. Et pourtant, la majeure partie de ce que nous voyons quand nous levons les yeux la nuit, c'est de l'obscurité. Par simple géométrie, chaque ligne de visée dans un univers étoilé devrait finir par rencontrer la surface d'une étoile. Et le ciel nocturne devrait briller aussi fort qu'un soleil dans toutes les directions. Au lieu de cela, le noir domine le ciel. Et les étoiles sont les exceptions. Ce soir, nous suivons cette contradiction jusqu'au bout. À travers la diffusion atmosphérique, l'âge fini du cosmos, l'étirement de l'espace lui-même et la lumière plus large que nos yeux n'ont jamais été construits pour voir. Installe-toi. Laisse tes épaules se relâcher. Laisse ta respiration ralentir. Laisse la journée s'effacer. Commençons. Par n'importe quelle nuit claire, le ciel au-dessus offre une contradiction tranquille. L'œil voit un petit nombre d'étoiles dispersées à travers un champ immense de noir. La majeure partie de ce qui est visible au-dessus de nos têtes n'est pas de la lumière du tout. C'est de l'obscurité. L'espace entre les étoiles, les vides entre les constellations, les longues étendues vides où rien ne semble exister. Et pourtant, l'univers est immense. Il contient plus d'étoiles que n'importe quel esprit ne peut en concevoir, plus de galaxies que l'imagination ne peut en parcourir. Les estimations se chiffrent en centaines de milliards, et même ce décompte ne couvre que la partie du cosmos dont la lumière a eu le temps de nous atteindre. L'étendue complète peut être plus grande encore, possiblement sans limite. S'il y a tant d'étoiles, et si chaque direction dans laquelle nous pouvons regarder pointe vers une galaxie quelque part dans les profondeurs, alors par simple géométrie, chaque ligne de visée devrait finir par rencontrer la surface d'une étoile. Le ciel nocturne ne devrait pas être sombre. Il devrait être uniformément brillant. Aussi brillant que la surface du soleil dans toutes les directions à la fois. C'est l'énigme avec laquelle nous allons rester ce soir. Le ciel que nous voyons est l'un des mystères les plus doux et les plus anciens de l'astronomie. C'est la question qui se trouve sous toutes les autres questions sur l'univers, non pas ce qu'il y a dans le noir, mais pourquoi le noir est là du tout. Pendant la majeure partie de l'histoire de la pensée curieuse, cette question semblait n'avoir qu'une réponse simple, et cette réponse s'est avérée fausse. La résolution complète a exigé une réinvention totale de ce qu'est l'univers, et de la façon dont il change au fil du temps. Elle a exigé la découverte que l'univers a eu un commencement, que l'espace lui-même s'étire avec le temps, et que la lumière des endroits les plus lointains a voyagé à travers cet étirement pendant si longtemps qu'elle a été tirée hors de la bande que nos yeux ont été construits pour voir. Le ciel sombre, en fin de compte, n'est pas une absence, c'est un enregistrement. Ce soir, nous allons le lire lentement, page après page. Commence par l'observation la plus simple. Sors par une nuit claire, loin des lumières de la ville, et lève les yeux. Imagine-toi quelque part dans les Cévennes, ou sur le plateau de l'Aubrac, ou dans les hauteurs du Mercantour. Loin de Lyon, de Toulouse, de Paris. Les étoiles sont dispersées à travers le dôme du ciel dans leurs motifs familiers. Il y a des étoiles brillantes et des étoiles pâles. Des étoiles isolées et des amas. Des taches de lumière qui se résolvent en davantage d'étoiles sous un examen attentif. Il y a la bande douce de la Voie lactée, qui depuis un site sombre se révèle comme un vaste halo structuré, plutôt que la bande vide qu'elle paraît depuis une ville éclairée. Il y a peut-être quelques milliers d'étoiles visibles à l'œil nu, bien que même les comptages soigneux varient selon les conditions et l'acuité visuelle. Et entre toutes celles-ci, presque partout où l'œil se pose, il y a du noir. Le noir occupe bien plus de ciel que les étoiles éclairées. Ce n'est pas un petit détail. Le noir est la caractéristique dominante du ciel nocturne. Les étoiles sont les exceptions. Et c'est ce qui pose la question. Considère ce que cela signifierait pour l'univers d'être uniformément rempli d'étoiles, s'étendant dans toutes les directions, continuant sans fin. Une ligne tracée vers l'extérieur depuis ton œil, dans n'importe quelle direction choisie, finirait par croiser une étoile quelque part. Si tu regardes assez longtemps à travers n'importe quel petit morceau de ciel, la ligne de visée étendue vers l'extérieur, à travers la distance cosmique, devrait rencontrer la surface d'un soleil quelque part.
Il n'y a pas de direction dans laquelle un univers stellaire infini pourrait laisser la ligne de visée vide pour toujours. Chaque ligne doit se terminer tôt ou tard sur une étoile. Si cela était vrai, le ciel n'aurait pas de zone sombre. Chaque direction se terminerait par de la lumière stellaire. Et l'œil, recevant cette lumière de chaque direction à la fois, verrait le ciel nocturne comme un halo continu, de la même luminosité que la surface d'une étoile moyenne. Le ciel nocturne serait à peu près aussi brillant que le côté diurne du Soleil, dans toutes les directions. Il n'y aurait pas de vraie nuit. C'est la contradiction. Nous ne voyons pas un tel ciel. Le ciel nocturne est sombre. Les étoiles se détachent comme des points lumineux sur un fond qui est, pour nos yeux, presque complètement dépourvu de lumière. Quelque chose dans le raisonnement doit être faux. L'univers ne peut pas être exactement de la manière que cette image simple l'imagine. Une hypothèse dans la chaîne de raisonnement, quelque chose qui semble évident ou naturel, doit être discrètement erronée. Pour trouver l'erreur, nous devons démonter la chaîne maillon par maillon. Nous devons demander ce que nous supposons réellement quand nous disons que l'univers est plein d'étoiles dans toutes les directions. Nous devons demander ce que cela signifie pour une ligne de visée de s'étendre à l'infini. Nous devons demander si les étoiles sont éternelles, si l'espace est éternel, si la lumière se déplace comme nous pensons qu'elle le fait. Chacune de ces questions, prises au sérieux, mène à une réponse différente de celle avec laquelle nous avons commencé. Et la combinaison de toutes ces réponses nous donne le ciel sombre que nous voyons. Mais avant de suivre ces questions vers l'extérieur, dans le cosmos, il est utile de comprendre le ciel que nous voyons le jour. Le contraste entre jour et nuit mérite attention en soi. Le ciel diurne est brillant. Le ciel nocturne est sombre. Les raisons de cette alternance quotidienne font partie de la réponse à notre question plus large, et elles n'impliquent rien de plus exotique que l'air au-dessus de ta tête. Le premier morceau du puzzle est ici, dans l'atmosphère qui entoure la Terre. Avant d'aller au bord de l'univers observable, nous devons passer un peu de temps dans l'air. Il vaut la peine de s'arrêter sur l'étrangeté de la question elle-même. Le ciel nocturne sombre est l'une des expériences les plus communes que n'importe quel humain puisse avoir. Quiconque a passé une nuit dehors loin des lumières de la ville l'a vu. Pour la majeure partie de l'histoire humaine, ce ciel sombre avec ses étoiles dispersées était la toile de fond universelle de l'existence nocturne. Les enfants grandissaient en le regardant. Les voyageurs naviguaient grâce à lui. Les astronomes cataloguaient ses caractéristiques. Les poètes écrivaient à son sujet. Et pourtant, pendant presque tout ce temps, personne n'a tout à fait vu le ciel sombre comme une chose nécessitant une explication. Le noir était juste le noir. Les étoiles étaient les choses à remarquer. L'espace entre elles était, si tant est, simplement là où il n'y avait pas d'étoiles. Il a fallu un type particulier de pensée attentive pour remarquer que le noir lui-même était étrange. La pensée nécessitait de prendre au sérieux l'idée que l'univers est plein d'étoiles dans toutes les directions, de calculer ce que cela impliquerait, puis de comparer l'implication à ce que nous voyons réellement. L'implication est un ciel brillant. Nous voyons un ciel sombre. La discordance, une fois remarquée, refuse de s'en aller. Elle pointe vers quelque chose de profond sur la façon dont l'univers est arrangé. Le rythme familier du jour et de la nuit se produit parce que la Terre tourne. Un côté de la planète fait face au Soleil, et de ce côté le jour est brillant. L'autre côté fait face à l'opposé, et de ce côté la nuit est sombre. Jusque-là, c'est évident. Mais cela ne termine pas l'explication. Cela ne nous dit pas pourquoi le côté diurne est brillant partout. Pas seulement dans le petit morceau de ciel où le soleil se trouve. Si la lumière du soleil était un faisceau, elle n'éclairerait que ce qu'elle frappe directement. Les ombres auraient des bords nets et bien définis. Le reste du ciel resterait sombre. Nous verrions le soleil comme un disque brillant entouré de noir, même à midi. Le ciel autour du soleil serait aussi sombre que le ciel à minuit, seulement avec un seul point brillant dedans. Ce n'est pas ce que nous voyons. Le ciel diurne est uniformément brillant, même loin de la position du soleil. Même dans la direction opposée à celle où le soleil se trouve, le ciel brille toujours bleu. La luminosité remplit tout le dôme des cieux. Le soleil, bien que responsable de cette luminosité, n'en est qu'un petit morceau. Le reste du ciel brillant est autre chose.
quelque chose que le Soleil crée indirectement. Pour comprendre ce que le jour fait différemment de la nuit, nous devons regarder ce que l'atmosphère fait à la lumière solaire. Cela s'avérera important d'une manière qui va bien au-delà de notre propre planète. Le même principe qui éclaire le ciel au-dessus d'une prairie de Beauce à midi explique aussi pourquoi le ciel diurne de la Lune est noir, pourquoi le ciel diurne de Mars est d'un orange pâle, et pourquoi le ciel diurne de Vénus brille d'une couleur dorée maussade sans soleil visible. Chacun de ces mondes reçoit le même soleil, la même lumière entrante. Ils diffèrent dans ce que leurs atmosphères font de cette lumière une fois qu'elle arrive. Pour comprendre le ciel sombre de l'univers, nous devons d'abord comprendre le ciel brillant de la Terre. Et pour comprendre cela, nous devons regarder l'air. L'atmosphère de la Terre est une couche de gaz entourant la planète. Depuis le sol, elle ne ressemble pas à grand-chose. Elle ressemble à de l'air. Mais cet air, pris collectivement, fait un travail remarquable avec la lumière solaire qui s'y déverse. Quand la lumière du soleil entre dans l'atmosphère d'en haut, elle ne passe pas simplement à travers pour continuer son chemin vers le sol. Elle interagit avec les molécules de gaz le long de son trajet. La plupart des interactions sont douces. La lumière dévie légèrement, change de direction d'un petit angle, puis continue. Certains photons sont absorbés et réémis. Certains sont simplement diffusés, envoyés dans une nouvelle direction sans changer de longueur d'onde. La plus importante de ces interactions est la diffusion de la lumière par les molécules de gaz. Chaque molécule d'air est petite comparée à la longueur d'onde de la lumière visible. Quand un photon passe près d'une telle molécule, les électrons de la molécule oscillent en réponse au champ électrique du photon. Et cette oscillation réémet l'énergie sous forme d'un nouveau photon dans une nouvelle direction. La probabilité que cela se produise dépend très fortement de la longueur d'onde de la lumière originale. Les longueurs d'onde plus courtes, vers l'extrémité bleue du spectre, sont diffusées bien plus fortement que les longueurs d'onde plus longues vers l'extrémité rouge. La force de la diffusion varie comme l'inverse de la 4e puissance de la longueur d'onde. Ce qui signifie que la lumière bleue est diffusée environ 10 fois plus fortement que la lumière rouge par la même parcelle d'air. Ce phénomène porte un nom. La diffusion de Rayleigh, d'après John William Strutt, Lord Rayleigh, le physicien britannique qui l'a formalisé mathématiquement dans les années 1870. Mais l'intuition fondamentale derrière cette diffusion, l'idée que la couleur du ciel est liée à la façon dont l'atmosphère interagit avec la lumière, était déjà explorée avant Rayleigh par des penseurs comme François Arago, le physicien et astronome français, qui, depuis l'Observatoire de Paris, avait mené des travaux pionniers sur la polarisation de la lumière du ciel dans les années 1810 et 1820. Arago avait compris que le ciel bleu contenait de la lumière polarisée, ce qui signifiait que la lumière avait été diffusée plutôt que simplement transmise. Les mesures d'Arago étaient parmi les premières preuves expérimentales que le ciel bleu était le produit d'un processus physique dans l'atmosphère, pas simplement une couleur inhérente à l'air. Le résultat de toute cette diffusion est que la lumière solaire entrant dans l'atmosphère est constamment redirigée. Un photon qui a commencé en se dirigeant droit vers le bas à travers l'air sera avec une certaine petite probabilité dévié latéralement. Le photon dévié peut alors rencontrer une autre molécule et être dévié de nouveau. Sur la longueur d'une colonne atmosphérique, même une petite chance par molécule devient une quasi-certitude. La lumière bleue, diffusée le plus fortement, est projetée à travers l'atmosphère de nombreuses fois avant d'atteindre finalement le sol ou de s'échapper dans l'espace. La lumière rouge, diffusée faiblement, continue principalement sur son chemin original. C'est pourquoi le ciel diurne est bleu. Quand tu lèves les yeux vers n'importe quel morceau de ciel pendant le jour, dans n'importe quelle direction autre que directement vers le soleil, tu vois de la lumière solaire qui a été diffusée par les molécules d'air le long de cette ligne de visée. La lumière atteint ton œil non pas directement du soleil, mais de chaque point le long de la colonne d'air au-dessus de toi. Parce qu'en chaque point de cette colonne, quelques molécules a redirigé une fraction du faisceau solaire original vers le bas en ta direction. Le ciel apparaît brillant parce qu'il est plein de lumière solaire redirigée. Le ciel apparaît bleu parce que la lumière redirigée
et préférentiellement la portion bleue du spectre. C'est aussi pourquoi les couchers de soleil sont rouges. Quand le soleil est bas sur l'horizon, sa lumière doit traverser bien plus d'atmosphère en chemin vers ton œil qu'elle ne le fait à midi. La longueur du trajet à travers l'air au coucher du soleil peut être 20 ou 30 fois plus longue que le trajet à midi. Sur ce long trajet, presque toute la lumière bleue a été diffusée. Seules les longueurs d'onde plus longues traversent en grande partie sans être déviées. Le soleil vu au coucher apparaît donc orange ou rouge, parce que le bleu a été retiré du faisceau direct avant qu'il ne t'atteigne. Pourtant, la même couche atmosphérique qui diffuse la lumière bleue pendant le jour, la diffuse aussi pendant la nuit. Mais la nuit, il n'y a pas de lumière solaire se déversant dans l'atmosphère pour qu'elle la diffuse. Les molécules sont toujours là. Les propriétés de diffusion sont toujours là. Ce qui a changé, c'est la source. Sans soleil illuminant l'air n'a rien à rediriger. Il devient effectivement transparent pour l'œil. Et la seule lumière qui t'atteint depuis une direction donnée est ce qui se trouve venir d'au-delà de l'atmosphère le long de cette ligne de visée. Le ciel sombre de la nuit est ce que tu vois quand le réservoir de diffusion atmosphérique est vide. La luminosité du ciel diurne dépend donc entièrement du fait d'avoir une atmosphère assez épaisse pour faire la diffusion. Retire cette atmosphère et même le ciel diurne devient noir. C'est exactement ce qui se passe sur la Lune. La Lune n'a presque pas d'atmosphère du tout. Le ciel au-dessus de la Lune, de jour comme de nuit, est le même noir uniforme. Quand le soleil est levé sur la Lune, la surface lunaire est brillamment éclairée. Les roches réfléchissent directement la lumière solaire. Mais le ciel au-dessus reste noir. Il n'y a pas d'air pour diffuser la lumière latéralement dans la ligne de visée. Le jour sur la Lune est un ciel noir au-dessus d'un sol blanc. Le contraste est étrange à imaginer. Sur Terre, quand tu te mets à l'ombre par un jour ensoleillé, tu es toujours dans beaucoup de lumière. L'ombre est plus sombre que le sol ensoleillé à côté, mais elle est loin d'être noire. La lumière atteint la zone ombragée depuis toutes les directions du ciel. Même si le soleil lui-même n'est pas visible, tu peux lire un livre à l'ombre sans problème. L'ombre est éclairée par la luminosité du reste du ciel. Sur la Lune, ce n'est pas vrai. Une ombre sur la surface lunaire est sombre, d'une manière qu'aucune ombre sur Terre ne l'est jamais. Les parois d'un cratère lunaire, qui se trouve hors de la lumière directe du Soleil, ne reçoivent presque aucune lumière diffusée d'en haut, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère pour faire la diffusion. Le contraste entre le sol éclairé et la zone ombragée est énorme. C'est le monde sans atmosphère. La lumière arrive toujours du Soleil, mais elle ne fait que ce que la lumière fait en l'absence de diffusion. Elle voyage en ligne droite et s'arrête à ce qu'elle frappe. Il n'y a pas de halo général. Il n'y a pas d'éclairage ambiant. Il n'y a que le faisceau direct et l'ombre. Sans terrain intermédiaire. Le même principe appliqué à la nuit nous donne la question centrale de toute cette exploration. Le ciel sombre que nous voyons sur Terre la nuit est le ciel que nous verrions à tout moment, jour ou nuit, si notre planète n'avait pas d'atmosphère. L'atmosphère ne révèle que la version diurne d'elle-même en diffusant la lumière du soleil à travers le ciel. La nuit, avec le soleil de l'autre côté de la Terre, l'atmosphère devient effectivement transparente au-dessus de nous. À travers elle, nous voyons l'univers directement. Et l'univers vu directement est principalement sombre, avec une poussière d'étoiles. Cette poussière est ce que nous devons expliquer. Pourquoi si peu d'étoiles visibles dans un univers qui, par toute autre mesure, devrait en être rempli? L'atmosphère n'en cache pas le reste. Nous voyons clairement à travers elle la nuit. Si l'univers était un arrière-plan uniformément brillant, nous le verrions comme un arrière-plan uniformément brillant. Atmosphère ou pas atmosphère. L'atmosphère éclaire le ciel diurne. Elle n'assombrit pas le ciel nocturne. Le ciel nocturne sombre est le propre visage de l'univers. Et c'est ce visage que nous devons maintenant comprendre. Mais avant d'en arriver à l'explication cosmique, passons un chapitre de plus sur une confusion plus petite et plus pratique. Beaucoup d'entre nous, en regardant des photographies de planètes prises depuis l'espace, remarquent que les arrière-plans de ces photographies sont complètement noirs, sans aucune étoile visible derrière elles. Cela semble étrange. Les étoiles sont sûrement là, dans toutes les directions. Pourquoi les caméras ne les voient-elles pas? La réponse à cette question ne concerne pas l'univers.
Elle concerne la façon dont les caméras fonctionnent. Presque tout le monde a vu des photographies de planètes et de lunes prises par des sondes spatiales. Les images célèbres des missions Apollo montrent des astronautes sur la surface lunaire, avec le sol gris de la Lune s'étirant vers l'horizon et le ciel au-dessus complètement noir. Les photographies de Saturne prises par les sondes de passage montrent la planète dans un détail saisissant avec ses anneaux s'étendant autour d'elle. Suspendus contre un arrière-plan de pur noir, sans relief. Les photographies de la Terre depuis des engins spatiaux en orbite montrent la courbe de la planète brillant contre l'obscurité de l'espace sans étoiles visibles derrière elle. Le motif est constant. Partout où le premier plan est brillant, l'arrière-plan est centré. La réponse est plus simple qu'il n'y paraît. Elle n'a rien à voir avec le fait que l'univers serait vide. Elle a tout à voir avec la façon dont les caméras fonctionnent et ce qu'elles doivent faire pour produire une image utilisable. Chaque caméra, que ce soit dans l'espace ou au sol, doit faire un choix sur la quantité de lumière à collecter avant de former une image. Ce choix est régi par l'exposition. L'exposition est essentiellement une mesure du temps pendant lequel le capteur de la caméra est autorisé à recueillir de la lumière avant que l'image ne soit lue et enregistrée. Une exposition courte recueille peu de lumière. Elle fige le mouvement rapide et préserve le détail dans les sujets brillants. Une exposition longue recueille beaucoup plus de lumière. Elle révèle les sources pâles, mais floute aussi tout mouvement et sature toute source brillante. Quand une caméra de sonde spatiale photographie la surface de Saturne, la situation est simple. Saturne est brillamment éclairé par la lumière du Soleil. La planète est la chose la plus brillante dans le champ de vision par une marge énorme. Pour capturer tout ce détail, la caméra doit utiliser une exposition assez courte pour préserver les hautes lumières. Si l'exposition est trop longue, la planète saturera le capteur et se transformera en tache blanche sans trait. L'instrument soigneusement conçu aura échoué dans son objectif premier. Une exposition courte adaptée à Saturne est bien trop courte pour révéler les étoiles d'arrière-plan. Les étoiles sont faibles en comparaison avec la planète. De nombreux facteurs de 10 000 ou plus. Dans le bref moment où l'obturateur est ouvert, les étoiles ne déposent tout simplement pas assez de lumière sur le capteur pour être détectées du tout. Elles sont sous le plancher de bruit de la caméra. Elles ne contribuent aucun signal. Le résultat est une image parfaitement exposée de Saturne suspendue contre un arrière-plan qui s'enregistre comme zéro lumière. Ce qui se traduit dans l'image finale par du noir uni. Ce n'est pas la caméra qui échoue. C'est la caméra qui réussit dans ce qu'on lui a demandé de faire. Le fond noir n'est pas une affirmation par la caméra que l'espace est vide. C'est une conséquence du choix d'exposition qui était nécessaire pour capturer correctement la planète brillante. Le même principe explique pourquoi les photographies Apollo de la surface lunaire montrent rarement des étoiles. Les astronautes photographiaient de jours lunaires. Le sol était brillamment éclairé par la lumière directe du Soleil sans atmosphère pour adoucir le contraste. Les combinaisons spatiales blanches reflétaient la lumière avec une haute efficacité. Les caméras étaient réglées pour ces sujets très brillants. Les expositions étaient courtes, les étoiles au-dessus, faibles en comparaison, n'avaient aucune chance de s'inscrire sur le film. Ceci est parfois invoqué par des gens qui doutent de l'authenticité des missions Apollo, qui argumentent que l'absence d'étoiles dans les photographies lunaires est la preuve que les photographies étaient truquées. L'argument est incorrect. L'absence d'étoiles dans ces photographies est exactement ce qu'on attendrait de photographies prises de jours lunaires avec des expositions appropriées. La présence d'étoiles dans ces photographies aurait été le détail surprenant et suspect. Quand des caméras dans l'espace sont pointées vers des régions du ciel sans premier plan brillant, et quand on leur donne de longues expositions et une haute sensibilité, les images qui reviennent sont extraordinaires. Les images à longue exposition prises par des télescopes orbitaux montrent des champs de galaxies si denses que l'œil ne peut pas facilement les compter. Dans certaines de ces images prises avec les instruments les plus sensibles et les expositions les plus longues, chaque petit morceau de ciel contient des milliers de galaxies lointaines. Certaines d'entre elles sont elles-mêmes résolues en nuages d'étoiles. Une région de ciel pas plus grande qu'un petit ongle tenu à bout de bras
peut contenir des dizaines de milliers de galaxies, chacune contenant des centaines de milliards d'étoiles. L'univers photographié de manière appropriée est tout sauf vide. Nous pouvons donc mettre de côté l'impression que l'univers est vide parce que certaines photographies le font paraître ainsi. Les photographies sont honnêtes sur leurs expositions, mais elles ne sont pas transparentes sur ce que les expositions impliquent. L'univers est densément peuplé. Les étoiles sont partout. Les caméras ne peuvent simplement pas, dans une seule image, enregistrer à la fois une planète brillante au premier plan et le dense arrière-plan stellaire derrière elle. Mais cela ne fait qu'aiguiser notre question centrale. Si l'univers est vraiment densément peuplé dans toutes les directions, et si notre ciel nocturne atmosphérique est une fenêtre transparente sur cet univers, pourquoi le ciel nocturne que nous voyons est-il toujours principalement sombre? La contradiction n'a pas disparu. Elle est seulement devenue plus nette. L'énigme du ciel nocturne sombre a été remarquée depuis longtemps. Ce n'est pas une question moderne. Des astronomes et des philosophes naturels s'en interrogeaient depuis des centaines d'années avant que la résolution moderne n'arrive. La question, dans sa forme la plus basique, peut être énoncée très proprement. Et une fois énoncée, elle tend à rester avec la personne qui l'entend pour la première fois. Elle ressemble au genre de question qui devrait avoir une réponse. Et pourtant, une fois que la réponse est tentée, elle échappe encore et encore. Énonçons la question soigneusement. Suppose que l'univers est sans borne dans l'espace, c'est-à-dire suppose qu'il n'a pas de bords. L'espace continue dans toutes les directions sans limite. Suppose aussi que l'univers contient des étoiles distribuées en son sein avec une densité moyenne d'étoiles par unité de volume. Il peut y avoir des concentrations locales et des vides, des régions où les étoiles sont plus denses ou plus clairsemées que la moyenne. Mais à grande échelle, la distribution est plus ou moins uniforme. Suppose enfin que l'univers est éternel, c'est-à-dire qu'il existe depuis toujours et que les étoiles brillent depuis aussi longtemps qu'elles existent. Maintenant demande, à quoi devrait ressembler le ciel nocturne depuis n'importe quel point à l'intérieur d'un tel univers? Le raisonnement est direct. Imagine-toi debout à l'intérieur de cet univers, regardant vers l'extérieur. Considère une mince coquille sphérique d'espace à une certaine distance de toi, avec une certaine épaisseur. La coquille contient un certain nombre d'étoiles proportionnelles à son volume. Si la coquille est 2 fois plus loin, elle a approximativement 4 fois plus de volume à la même épaisseur. Parce que la surface de la coquille croît comme le carré de la distance. Une coquille plus lointaine contient donc davantage d'étoiles au total qu'une plus proche. Mais les étoiles dans la coquille plus lointaine sont individuellement plus faibles. La luminosité apparente de chaque étoile telle que vue depuis l'observateur décroît avec le carré de la distance. Une étoile 2 fois plus loin est 4 fois moins brillante. Une étoile 3 fois plus loin est 9 fois moins brillante. La luminosité décroît rapidement avec la distance. Maintenant, combine ces deux faits. Le nombre d'étoiles dans une coquille croît comme le carré de la distance. La luminosité de chaque étoile décroît comme l'inverse du carré de la distance. Les deux effets s'annulent exactement. Chaque coquille, quelle que soit sa distance, contribue la même lumière totale à l'observateur. Les coquilles plus proches ont moins d'étoiles, mais chaque étoile contribue plus de luminosité. Les coquilles plus lointaines ont beaucoup plus d'étoiles, mais chacune contribue moins de luminosité. La lumière totale de chaque coquille, additionnée, est la même. Si l'univers est infini, alors il y a une infinité de telles coquilles, chacune contribuant la même quantité de lumière. La lumière totale arrivant à l'observateur, additionnée à travers toutes les coquilles, divergerait. Elle serait infinie. En pratique, cela ne se produirait pas exactement parce que les étoiles ne sont pas des sources ponctuelles. Finalement, dans n'importe quelle direction, la ligne de visée atteint une coquille dans laquelle une étoile est assez grande pour couvrir entièrement cette direction. Depuis cette distance, la ligne de visée est bloquée par le disque de cette étoile. Mais parce qu'il y a des étoiles partout, chaque direction est finalement bloquée par une étoile quelque part. Et la luminosité de surface d'une étoile moyenne est la même quelle que soit la distance. La conclusion est que dans un univers infini, statique, éternel et rempli d'étoiles, le ciel nocturne ne devrait pas simplement être brillant.
Il devrait être partout aussi brillant que la surface d'une étoile moyenne. Il ne devrait y avoir aucune zone sombre nulle part. Chaque direction devrait se terminer tôt ou tard sur une surface stellaire. Le ciel nocturne devrait briller uniformément avec la luminosité d'un soleil dans toutes les directions à la fois. Pour aiguiser l'intuition, considère une analogie tirée d'un cadre plus familier. Imagine-toi debout au milieu d'une vaste forêt uniformément épaisse, comme la forêt de Brocéliande ou la forêt de Fontainebleau, mais en infiniment plus grand. Des arbres de taille identique poussant à intervalles réguliers dans toutes les directions. Regarde vers l'extérieur à travers les arbres. Dans n'importe quelle direction que tu choisis, ta ligne de visée sera finalement bloquée par un arbre. Parce que la forêt s'étend dans toutes les directions et que les arbres sont partout. Tu ne peux pas voir hors de la forêt, peu importe dans quelle direction tu regardes. Les arbres plus proches de toi occupent des tailles apparentes plus grandes. Mais les arbres plus lointains sont plus nombreux dans n'importe quel cône étroit de vision. Et les deux effets s'équilibrent au point que la forêt paraît à peu près uniforme. Tu vois des troncs dans toutes les directions. Il n'y a pas de brèche à travers laquelle le monde extérieur soit visible. L'argument géométrique pour un ciel brillant dans un univers stellaire est le même argument appliqué aux étoiles au lieu des arbres. L'analogie de la forêt est utile parce qu'elle rend vivant ce qui devrait être vrai pour que le ciel sombre que nous voyons réellement ait du sens. La forêt, pour permettre des brèches dans ta ligne de visée, devrait être jeune, ou finie, ou en train de s'étirer sous tes pieds pendant que tu regardes. L'univers éternel, statique, infini, est dans ce sens comme une vieille forêt immuable. L'univers réel est davantage comme une jeune forêt encore en train de grandir, avec de la lumière encore en train d'arriver de nouvelles directions au fil du temps, et avec le sol de la forêt lui-même en train de s'étirer sous les arbres pendant qu'il pousse. Les brèches que nous voyons entre les étoiles sont exactement le genre de brèches qu'une telle jeune forêt en croissance aurait. Ce n'est pas ce que nous voyons. Le ciel nocturne est sombre. Les étoiles sont des points éparpillés. Quelque chose dans le raisonnement doit être faux. Cette énigme sous cette forme essentiellement était déjà remarquée par des observateurs attentifs et des penseurs dès le XVIIe siècle. L'argument est assez direct pour que quiconque prête à travailler la géométrie puisse le dériver. Plusieurs auteurs, y compris certains des grands philosophes naturels de cette époque, notèrent que le ciel nocturne sombre semblait exiger soit un univers fini, soit un arrangement d'étoiles plus compliqué que la simple distribution uniforme, soit quelque autre caractéristique auxiliaire absente du tableau de base. Au début du XIXe siècle, l'énigme avait été reprise et discutée en détail par un astronome allemand nommé Heinrich Wilhelm Olbers, qui lui donna un traitement mathématique approfondi. Il énonça l'argument soigneusement et proposa sa propre résolution, sur laquelle nous reviendrons dans un moment. L'énigme a été associée à son nom depuis, souvent appelé le paradoxe d'Olber en son honneur. Même s'il n'a pas été le premier à le remarquer, il lui a donné l'énoncé le plus clair et l'attention la plus proéminente de son époque. Pendant la majeure partie du siècle suivant, le paradoxe a été traité comme une curiosité. Un puzzle logique à résoudre avec une hypothèse auxiliaire ingénieuse. Diverses hypothèses proposées sont venues et reparties. Chacune essayant de garder le tableau de base d'un univers éternel rempli d'étoiles, tout en ajoutant un trait qui expliquerait le ciel sombre que nous voyons réellement. Aucune de ces propositions n'a tout à fait fonctionné. Chacune était vulnérable à un contre-argument qui ramenait le paradoxe. L'énigme a persisté comme une démangeaison tranquille, non résolue au fond de la pensée cosmologique. Ce n'est qu'au XXe siècle, avec la découverte de l'expansion cosmique et la prise de conscience que l'univers avait un âge fini, que le paradoxe a finalement reçu une résolution propre et physique. Considérons ce que nous avons établi. L'argument géométrique simple montre que dans un univers stellaire infini, statique et éternel, le ciel devrait être brillant. Le ciel est sombre. Par conséquent, au moins l'une des trois hypothèses, infini, statique ou éternel, doit être fausse. Le ciel sombre est une preuve sur la structure de l'univers. C'est une donnée. La première résolution proposée au paradoxe a un certain attrait intuitif. Elle dit ceci. Oui, l'univers peut être infini et rempli d'étoiles. Oui, l'argument géométrique montre que dans un tel univers,
Chaque ligne de visée devrait finir par rencontrer une étoile. Mais les lignes de visée ne sont pas réellement dégagées. L'espace entre les étoiles n'est pas vide. Il est rempli de matière absorbante, poussière, gaz, débris opaques. Cette matière se trouve entre nous et les étoiles lointaines et bloque simplement leur lumière. La lumière des étoiles très lointaines ne nous atteint jamais parce que quelque chose en chemin l'absorbe d'abord. Le ciel sombre, dans cette vue, est une sorte de brouillard cosmique. Nous ne voyons que les lumières proches et le reste est caché derrière un vaste voile interstellaire de poussière. L'attrait de cette proposition est qu'elle a une certaine base dans la réalité. Il y a en fait de la poussière et du gaz dans l'espace entre les étoiles. Certaines régions de notre propre galaxie sont sombres précisément à cause de cette matière qui absorbe la lumière stellaire des objets derrière elle. Si tu regardes des images de la Voie lactée, tu peux voir des couloirs sombres traversant la bande plus brillante d'étoiles. Ces couloirs sombres ne sont pas des vides dans le champ stellaire. Ce sont des régions où la poussière interstellaire est assez dense pour obscurcir les étoiles derrière elle. La poussière est réelle, l'absorption est réelle. Mais en y regardant de plus près, la proposition échoue. La raison pour laquelle elle échoue est thermique. Et elle vaut la peine d'être examinée soigneusement parce qu'elle nous dit quelque chose d'important sur la façon dont le paradoxe fonctionne réellement. Suppose, comme la proposition le suggère, que l'espace entre les étoiles est rempli de poussière absorbante. Maintenant, demande ce qui arrive à la lumière que la poussière absorbe. Elle ne disparaît pas. L'énergie est conservée. La lumière est absorbée par la poussière, ce qui signifie que l'énergie de la lumière est transférée aux grains de poussière. Les grains de poussière à leur tour deviennent légèrement plus chauds. Leur température monte. À mesure que leur température monte, ils commencent à rayonner de l'énergie vers l'extérieur, sous forme de leur propre lumière émise. Plus ils chauffent, plus ils rayonnent. Ils atteignent un équilibre thermique quand le taux auquel ils absorbent l'énergie de la lumière stellaire entrante égale le taux auquel ils émettent de l'énergie dans leur propre rayonnement. Dans un univers infini et éternel où la lumière stellaire arrive depuis un temps infini, les grains de poussière atteignent une température d'équilibre à laquelle ils rayonnent autant d'énergie qu'ils en absorbent. La température d'équilibre dépend de la quantité de lumière stellaire qui arrive. Si l'univers environnant est rempli d'étoiles dont la luminosité totale de surface est celle d'une étoile moyenne, alors la poussière finit par atteindre une température dont l'émission du corps noir correspond à la luminosité d'une surface stellaire moyenne. À ce point, la poussière brille aussi fort que les étoiles. Le ciel nocturne est de nouveau brillant. La poussière n'est plus un obstacle sombre. Elle est elle-même une surface brillante. Et le ciel est rempli de son éclat. La proposition de la poussière ne résout donc pas réellement le paradoxe. Elle redistribue seulement d'où vient la luminosité. Au lieu de voir des étoiles, nous verrions de la poussière brillante. La luminosité totale du ciel serait toujours celle d'une surface stellaire dans toutes les directions. C'est le premier échec. Nicolas Léonard Sadi Carnot, le fondateur de la thermodynamique, aurait reconnu le problème immédiatement. Carnot, dans ses réflexions sur la puissance motrice du feu publiées à Paris en 1824, avait compris que la chaleur coule toujours du chaud vers le froid et que les systèmes tendent vers l'équilibre thermique. Dans un univers éternel baigné de lumière stellaire, la poussière atteindrait l'équilibre thermique avec les étoiles. Et à l'équilibre, elle brillerait aussi fort qu'elle. L'obstruction ne peut pas fonctionner quand le temps est infini. L'énergie trouve toujours son chemin vers l'extérieur. Une seconde proposition essaie un angle différent. Peut-être que l'univers ne contient pas réellement un nombre infini d'étoiles. Peut-être que l'univers est fini. Peut-être qu'il y a des étoiles jusqu'à une certaine distance, et puis rien au-delà. Ou peut-être qu'il y a une infinité d'étoiles, mais qu'elles sont arrangées d'une manière qui les concentre effectivement près de nous. Dans les deux cas, l'intégrale de la lumière stellaire sur toutes les directions pourrait être rendue finie, laissant le ciel sombre. Cette proposition pointe dans une direction utile. Mais elle n'est pas tout à fait juste non plus. L'observation, surtout l'observation moderne avec des télescopes sensibles, a montré que l'univers n'est pas arrangé de manière à manquer d'étoiles à une certaine distance. Au contraire, plus nous regardons profondément,
plus nous trouvons de galaxies. Les régions les plus distantes accessibles du cosmos sont pleines de galaxies à peu près comme notre région locale l'est. Il n'y a pas de bord observé au-delà duquel les étoiles cessent d'exister. Il existe une version plus sophistiquée de cette proposition, parfois appelée la distribution fractale ou hiérarchique. L'idée est que les étoiles sont arrangées en amas, et les amas en amas plus grands, et ainsi de suite, la densité d'étoiles diminuant effectivement à mesure qu'on regarde à des échelles progressivement plus grandes. Si la distribution est hiérarchique exactement de la bonne manière, l'intégrale de la lumière stellaire sur toutes les distances devient finie même dans un univers infini. Parce que la densité d'étoiles contributives diminue plus vite que la mise à l'échelle géométrique ne peut compenser. Le ciel reste sombre. Cette proposition est mathématiquement valide pour certaines distributions spécifiques. On peut arranger les choses pour que les mathématiques fonctionnent. Mais encore une fois, l'observation ne la soutient pas. Quand les astronomes sondent l'univers à des échelles suffisamment grandes, ils trouvent que la distribution des galaxies devient statistiquement homogène. Il y a des amas et des vides. À petite échelle, la toile cosmique a une structure de l'ordre de dizaines à des centaines de millions d'années-lumière. Mais à des échelles plus grandes que cela, l'univers est à peu près uniforme. Il n'y a pas de hiérarchie fractale continue qui diluerait la densité d'étoiles à mesure qu'on regarde plus loin. L'arrangement requis pour dissoudre le paradoxe n'est pas ce que l'univers fait réellement. Nous avons en résumé 3 résolutions échouées. La poussière entre les étoiles échoue parce que la poussière finit par thermaliser et briller. Un nombre fini d'étoiles échoue parce que les observations montrent que l'univers est densément peuplé partout où nous regardons. Les distributions hiérarchiques échouent parce que la distribution réelle à grande échelle est homogène, pas hiérarchique. Remarque ce que les 3 propositions échouées partagent. Elles essaient toutes de garder l'univers éternel et statique. Elles supposent toutes que l'univers existe depuis toujours et qu'il est immuable à grande échelle. Elles ne diffèrent que dans la structure auxiliaire qu'elles proposent d'ajouter à ce tableau. Aucune de ces structures ne peut produire un ciel sombre dans un univers éternel et statique rempli d'étoiles. La leçon qui émerge lentement de ces échecs est que l'univers lui-même ne peut pas être à la fois éternel et statique. Si nous voulons garder le ciel sombre que nous observons, nous devons abandonner l'une ou les 2 hypothèses. Les dispositifs auxiliaires ne peuvent pas sauver le tableau simple. Le tableau simple doit changer. C'est ici que la résolution commence véritablement. La résolution qui fonctionne enfin repose sur l'idée la plus simple possible une fois qu'elle est acceptée. L'univers n'est pas éternel. Il a un âge fini. Il y a longtemps, dans des conditions très différentes de celles que nous voyons maintenant, l'univers a commencé. Depuis lors, il s'est étendu et refroidi, et les structures que nous voyons en lui se sont formées au fil de ce temps. Les étoiles sont apparues, les galaxies se sont assemblées, les planètes se sont condensées. Tout cela s'est produit dans la bulle de temps qui s'est écoulée depuis le commencement. Il n'y a pas eu de période d'étirement infini avant cela. L'univers n'a pas toujours été là pour se remplir de lumière stellaire. Ce fait unique dissout le paradoxe du ciel sombre à sa racine. L'argument géométrique qui produit un ciel partout brillant suppose implicitement qu'il y a eu assez de temps pour que la lumière d'étoiles arbitrairement lointaines nous atteigne. Dans un univers éternel, cette hypothèse est automatique. Chaque étoile, aussi loin ça soit-elle, a eu un temps infini pour envoyer sa lumière dans notre direction. La lumière a eu largement le temps d'arriver. L'intégrale de la lumière stellaire sur toutes les distances est bien définie et elle diverge, et le ciel devrait être brillant. Mais si l'univers n'a qu'un âge fini, cette hypothèse automatique échoue. La lumière d'une étoile a un année-lumière met 1 an à nous atteindre. La lumière d'une étoile a 1 milliard d'années-lumière met 1 milliard d'années. La lumière d'une étoile a 10 milliards d'années-lumière met 10 milliards d'années. Et la lumière d'une région de l'univers, dont la distance est telle que la lumière mettrait plus longtemps que l'âge de l'univers pour nous atteindre, n'est pas encore arrivée. L'univers n'existe pas depuis assez longtemps pour que cette lumière fasse le voyage. De notre point de vue, dans les directions où les sources les plus lointaines possibles se trouvent, le ciel est vide. Parce que la lumière est encore en transit. Elle n'est pas encore arrivée ici.
C'est le cœur de la résolution. Et il vaut la peine de le redire d'une manière différente. Quand tu regardes vers l'extérieur dans l'espace, tu regardes aussi en arrière dans le temps. La lumière qui atteint ton œil depuis une étoile à 10 années-lumière a quitté cette étoile il y a 10 ans. La lumière qui t'atteint depuis une galaxie à 10 millions d'années-lumière a quitté cette galaxie il y a 10 millions d'années. Plus loin tu regardes, plus loin en arrière dans le temps tu regardes. Et si tu regardes assez loin, tu atteins un point où tu regardes en arrière à un temps avant que l'univers n'existe sous sa forme actuelle. Au-delà de ce point, la ligne de visée ne rencontre pas une étoile. Elle rencontre la jeunesse de l'univers lui-même. Les confins de toute ligne de visée ne sont donc pas des régions d'espace vide, attendant d'être illuminées par des étoiles lointaines. Ce sont des régions de l'univers à des époques très anciennes, quand il n'y avait pas encore d'étoiles, quand l'univers était rempli de gaz chaud ou de plasma encore plus chaud, quand les conditions qui rendent les étoiles possibles ne s'étaient pas encore développées. C'est pourquoi l'argument géométrique simple échoue. L'argument supposait implicitement que chaque coquille d'espace à chaque distance contenait une population d'étoiles matures. Ce n'est pas vrai. Les coquilles à de très grandes distances contiennent l'univers dans son état primitif préstellaire. Elles ne sont pas remplies d'étoiles du tout. Elles ne peuvent pas contribuer de lumière stellaire à notre ciel parce que l'univers à ses distances et ses époques n'avait pas de lumière stellaire à contribuer. Déjà, rien qu'à partir de cela, la luminosité prédite du ciel chute spectaculairement. Les coquilles qui auraient dû contribuer le plus d'étoiles, parce qu'elles ont le plus de volume, s'avèrent n'en contribuer aucune. La divergence géométrique s'arrête. L'intégrale de la lumière stellaire sur toutes les distances devient finie. Parce que seules les coquilles relativement proches, où l'univers est assez vieux, pour avoir des étoiles contribuent au total. Et la contribution totale de ces coquilles proches, additionnées, est bien inférieure à la luminosité de surface d'une surface stellaire. Le ciel sort principalement sombre. La portion de l'univers assez proche pour que sa lumière nous ait atteint dans l'âge de l'univers s'appelle l'univers observable. C'est la région à l'intérieur de notre horizon cosmique. L'horizon est fixé par la vitesse de la lumière et l'âge de l'univers. Au-delà de l'horizon, l'univers peut bien continuer avec des étoiles et des galaxies et de la structure. Mais aucune de sa lumière n'a encore eu le temps d'arriver. C'est déjà suffisant pour dissoudre le paradoxe du ciel sombre dans sa forme forte. L'argument géométrique prédisait une luminosité infinie d'un univers stellaire infini. L'âge fini de l'univers signifie qu'il n'y a pas de contribution stellaire infinie. Seule une portion finie accessible de l'univers peut contribuer de la lumière à notre ciel. Mais il y a plus dans l'histoire. L'âge fini est le facteur dominant. Mais ce n'est pas le seul. Il y a un second facteur qui ajoute à l'obscurité. Et ce facteur est l'expansion de l'espace lui-même. L'espace dans l'univers où nous vivons n'est pas statique. Il s'étire. Les galaxies ne volent pas les unes loin des autres à travers un arrière-plan fixe. L'arrière-plan lui-même grandit. La distance entre deux galaxies lointaines, dont aucune ne se déplace par rapport à son environnement local, augmente avec le temps. Parce que l'espace entre elles est en train d'être ajouté. C'est l'expansion de l'univers. Et c'est l'un des faits les plus solidement confirmés de la cosmologie moderne. L'expansion a des conséquences directes pour la lumière. Quand un photon est émis par une source lointaine et voyage à travers l'univers en expansion pour nous atteindre, la longueur d'onde du photon est étirée avec l'espace qu'il traverse. Au moment où le photon arrive, sa longueur d'onde est plus longue que quand il est parti. Plus le voyage est long, plus il a été étiré. Cet étirement est le décalage vers le rouge cosmologique. Il est responsable du fait que la lumière des galaxies très lointaines nous arrive avec son spectre décalé vers le rouge. Pour des sources très lointaines, le décalage vers le rouge devient extrême. La lumière qui a été émise comme lumière visible il y a des milliards d'années peut être décalée au moment où elle arrive vers des longueurs d'onde dans l'infrarouge, le micro-ondes ou encore plus long. Le photon est toujours là. L'énergie est toujours livrée. Mais l'énergie n'est plus dans la bande visible. L'œil, qui n'est sensible qu'à une fenêtre étroite de longueur d'onde, ne la détecte plus du tout. La conséquence est que même les régions de l'univers, dont la lumière a eu le temps de nous atteindre,
contribue moins à la luminosité en lumière visible du ciel qu'un calcul statique ne le suggérerait. La lumière des sources très lointaines, qui dans un univers statique arriverait avec ses longueurs d'onde visibles originales intactes, arrive au contraire décalée hors de la bande visible. La luminosité optique du ciel est diminuée par le décalage vers le rouge cosmologique, en plus d'être limitée par l'âge fini de l'univers. Ces deux effets, l'âge fini et le décalage vers le rouge dû à l'expansion, travaillent ensemble pour rendre le ciel nocturne sombre. L'âge fini coupe la contribution des régions très lointaines. Le décalage vers le rouge diminue encore la contribution des régions lointaines qui contribuent. La luminosité optique intégrée du ciel ressort bien en dessous de la luminosité d'une surface stellaire. Le ciel sombre que nous observons est ce qu'un tel univers produit réellement. Il y a un effet de plus qui mérite d'être noté. L'expansion de l'univers ne se fait pas simplement à un rythme constant. Elle accélère. Le taux d'expansion augmente avec le temps, poussé par un composant de l'univers qui n'est pas encore complètement compris, appelé l'énergie sombre. En conséquence, les régions les plus lointaines de l'univers s'éloignent de nous à des vitesses qui croissent avec le temps. Il y a un horizon appelé l'horizon cosmique des événements au-delà duquel la lumière quittant une source aujourd'hui ne nous atteindra jamais. Parce que l'espace entre nous est ajouté plus vite que la lumière ne peut le traverser. Cela signifie que l'univers que nous pouvons voir n'est pas seulement borné dans le temps. Il est ultimement borné dans l'espace aussi. Même avec un temps infini, il y a des sources dont la lumière est définitivement hors de portée. Le ciel ne se remplira jamais de lumière stellaire provenant de ces régions, parce qu'aucun signal d'elle ne pourra jamais arriver. L'obscurité du ciel nocturne, au sens le plus profond, est une caractéristique permanente, pas temporaire. En prenant tout cela ensemble, le ciel sombre devient naturel. L'univers a un âge fini, donc la lumière des régions au-delà de l'horizon n'a pas eu le temps d'arriver. L'univers est en expansion, donc la lumière qui arrive des sources lointaines est étirée hors de la bande visible. L'expansion accélère. Donc certaines sources sont définitivement inaccessibles pour nous. L'argument géométrique pour un ciel brillant exigeait un univers éternel, statique et uniformément rempli d'étoiles matures. L'univers réel n'est rien de tout cela. Le ciel que nous voyons est le ciel qu'un tel univers produit naturellement. Nous avons atteint la résolution. Le ciel nocturne sombre n'est pas un paradoxe dans notre univers. C'est une conséquence de la façon dont notre univers est réellement arrangé. Il nous dit, par sa seule obscurité, que l'univers a eu un commencement, que l'espace est en expansion, et qu'il y a des horizons au-delà desquels nous ne pouvons pas voir. Le ciel est une donnée. Le noir est une preuve. Chaque zone d'obscurité entre les étoiles est un enregistrement de la structure cosmique aux plus grandes échelles. Il reste un dernier morceau de l'histoire à regarder. Nous avons dit que même les régions dont la lumière nous atteint envoient une partie de leur lumière dans des longueurs d'onde en dehors de la bande visible. Cela suggère que l'univers vu dans d'autres longueurs d'onde pourrait paraître très différent du ciel sombre que nous voyons avec nos yeux. Et en fait, cela s'avère vrai d'une manière frappante et belle. Le décalage vers le rouge cosmologique mérite d'être compris de plus près, parce qu'il porte avec lui une leçon sur ce qui arrive à la lumière des endroits lointains. Le décalage vers le rouge n'est pas simplement une étiquette que nous mettons sur la lumière qui arrive en paraissant plus rouge qu'elle n'est partie. C'est la conséquence d'un processus physique réel. L'étirement de l'espace lui-même. Imagine un photon émis par une galaxie lointaine. Le photon a une certaine longueur d'onde quand il part, déterminée par le processus physique qui l'a produit. Les atomes d'hydrogène dans la galaxie émettent de la lumière à des longueurs d'onde caractéristiques spécifiques, et il en va de même pour les autres éléments. Ces longueurs d'onde caractéristiques sont bien connues. Elles sont les mêmes ici que n'importe où ailleurs dans l'univers. Maintenant, le photon voyage à travers l'espace cosmique vers nous. Pendant qu'il est en transit, l'espace qu'il traverse est lui-même en expansion. L'expansion n'est pas en train de pousser le photon exactement. Elle n'ajoute pas d'énergie au photon. Ce qu'elle fait, c'est étirer la distance que le photon doit couvrir. Et cet étirement s'applique à la longueur d'onde du photon aussi bien qu'à la longueur du trajet. Au moment où le photon arrive à nos détecteurs,
Sa longueur d'onde est plus longue que quand il est parti. En proportion de combien l'univers s'est étendu pendant le voyage du photon. Le facteur par lequel la longueur d'onde est étirée s'appelle le décalage vers le rouge. Un décalage vers le rouge de 1 signifie que la longueur d'onde a doublé. Un décalage vers le rouge de 2 signifie qu'elle a triplé. Un décalage vers le rouge de 9 signifie qu'elle a été multipliée par 10. Les galaxies les plus lointaines qui ont été observées ont des décalages vers le rouge d'environ 10 ou plus. Ce qui signifie que leur lumière nous arrive étirée d'un facteur de plus de 10 par rapport à la longueur d'onde à laquelle elle a été émise. La lumière qui a quitté ces galaxies comme lumière visible nous arrive dans l'infrarouge. La lumière qui est partie comme ultraviolet arrive comme visible. Le spectre entier a été décalé. Le cas le plus extrême en un sens est le fond diffus cosmologique. C'est la lumière résiduelle d'une époque bien plus ancienne. Quand l'univers avait environ 380 ans et que le plasma chaud qui remplissait l'univers avait refroidi assez pour que les électrons et les protons se combinent en atomes d'hydrogène neutre. À ce moment, l'univers est devenu transparent aux photons pour la première fois. Et les photons qui étaient présents dans le plasma ont commencé leur long voyage à travers l'espace cosmique. Ces photons voyagent depuis lors. Depuis des milliards d'années. L'univers à cet ancien moment était chaud, environ 3,0 degrés de température. Les photons qui se sont découplés du plasma portaient alors un spectre caractéristique de cet état chaud, culminant dans la bande visible. Si nous avions pu observer ces photons au moment de leur libération, le ciel aurait brillé d'un blanc orangé dans toutes les directions, avec la température d'une surface stellaire froide. Mais l'univers s'est étendu d'un facteur de plus de 1000 depuis ce moment. Les photons qui nous arrivent aujourd'hui ont été décalés vers le rouge de ce même facteur de plus de 1000. Leurs longueurs d'onde ont été étirées en conséquence. La lumière qui a commencé comme visible a été tirée dans la région micro-ondes du spectre. Le pic du spectre, originalement dans le visible, se situe maintenant à une longueur d'onde d'environ 1 mm. La température du rayonnement tel que mesurée aujourd'hui est d'environ 2,7 degrés au-dessus du zéro absolu. Ce n'est plus de la lumière orange chaude, c'est un doux halo froid en micro-ondes. Ce rayonnement remplit le ciel entier. Il vient de toutes les directions. C'est l'arrière-lueur décalée vers le rouge de l'univers primitif. Et c'est l'une des caractéristiques les plus étudiées de la cosmologie moderne. C'est le ciel nocturne sombre, rendu visible à une longueur d'onde que ton œil ne peut pas voir. Si tes yeux étaient sensibles aux micro-ondes de la longueur d'onde appropriée, tu verrais le ciel entier briller doucement et uniformément, sans zone sombre du tout. Le ciel nocturne, en micro-ondes, n'est pas sombre. Il est plein. C'est l'un des aspects les plus beaux de la résolution que nous avons travaillé. Le ciel sombre que nous voyons n'est sombre que dans la bande optique, la fenêtre étroite de longueur d'onde que l'œil humain détecte. Dans d'autres longueurs d'onde, le ciel est rempli de lumière. Le fond diffus cosmologique est le plus uniforme de ces ciels à d'autres longueurs d'onde. Mais ce n'est pas le seul. Le ciel en infrarouge est plein d'étoiles froides, de naines brunes, de nuages de poussière brillants, avec la lumière stellaire rérayonnée et des cœurs chauds de galaxies en formation. Le ciel en ondes radio est plein de pulsars et de galaxies actives lointaines et d'un arrière-plan constant de sources non résolues. Le ciel en rayons X est plein de régions d'accrétion de trous noirs et de gaz chauds dans les amas de galaxies et des surfaces d'étoiles à neutrons. Le ciel en rayons gamma est plein de sursauts et de sources stables. L'univers, en d'autres termes, est lumineux à travers tout le spectre électromagnétique. Ce n'est que dans la bande optique, la fenêtre étroite de longueur d'onde visible à notre biologie, que le ciel apparaît principalement sombre. Et même cette obscurité optique n'est pas une vraie absence. C'est le résultat de plusieurs facteurs superposés. L'âge fini de l'univers, qui signifie que la plupart des lignes de visée remontent à des époques préstellaires. L'expansion de l'espace, qui décale vers le rouge la lumière des sources lointaines hors de la bande visible. L'horizon cosmique des événements au-delà duquel la lumière ne peut jamais nous atteindre, et la durée de vie finie des étoiles. Ce qui signifie que même dans la région observable, les étoiles actuellement brillantes
sont une population plus petite que l'histoire stellaire totale ne le suggérerait. Chacun de ces facteurs a sa propre histoire. Et ensemble, ils font de l'obscurité optique du ciel nocturne une signature particulière de notre univers. Un univers différent avec des paramètres différents aurait un ciel nocturne différent. Un univers avec un âge beaucoup plus long pourrait avoir le temps pour que la lumière de régions bien plus lointaines arrive et son ciel nocturne pourrait être bien plus brillant. Un univers sans expansion ne décalerait pas sa lumière hors de la bande visible et accumulerait plus de lumière visible au fil du temps. Un univers avec des étoiles à très longue durée de vie aurait une population beaucoup plus grande d'étoiles actuellement brillantes. Notre univers est celui que nous avons. Il est fini en âge, en expansion, et habité par des étoiles à durée à vie finie. Son ciel nocturne est sombre dans la bande optique comme conséquence directe de ses propriétés. Le ciel sombre est donc une sorte de mesure. En le regardant, nous pouvons lire des caractéristiques de la cosmologie sous-jacente. Nous savons de la seule obscurité du ciel nocturne que l'univers n'est pas éternel. Nous savons plus précisément, à partir des observations quantitatives du fond diffus cosmologique et des décalages vers le rouge des galaxies lointaines, l'âge réel et l'histoire d'expansion de l'univers en détail considérable. Le ciel sombre était le premier indice de ces faits. La cosmologie moderne remplit le tableau quantitativement. Prends un moment pour rester avec cela. Le ciel sombre au-dessus de ta tête n'est pas vide. Il est plein de lumière à des longueurs d'onde que tes yeux ne voient pas. Il est plein de preuves sur la façon dont l'univers a commencé et comment il a évolué. Il est plein d'histoires encodées dans des photons qui ont voyagé pendant des milliards d'années pour atteindre le petit morceau de tissu biologique qui les détecte au bout du voyage. L'obscurité est elle-même de l'information. C'est l'univers qui te dit qu'il a eu un commencement, que l'espace est en expansion, que des horizons existent, et que les étoiles sont mortelles. Tout cela écrit dans les espaces entre les étoiles au-dessus de ta tête. Si nous allons au-delà de la fenêtre optique et considérons l'univers dans d'autres longueurs d'onde, le tableau change complètement. Chaque bande de longueur d'onde révèle quelque chose de différent sur ce qui est là dehors. Prises tout ensemble, nous obtenons l'image d'un univers qui est tout sauf sombre. Au-delà du spectre électromagnétique entièrement, l'univers communique de manière encore différente. Les neutrinos, des particules presque sans masse qui interagissent très faiblement avec la matière, jaillissent des supernovas et des disques d'accrétion et des processus nucléaires au centre des étoiles. Des détecteurs spécialisés, souvent construits en profondeur sous terre ou sous la glace pour les protéger de la matière ordinaire, peuvent enregistrer l'interaction occasionnelle d'un neutrino. Les ondes gravitationnelles, des ondulations dans la géométrie de l'espace-temps lui-même, sont un autre canal. Des objets massifs accélérant dans l'espace, surtout les fusions violentes de trous noirs et d'étoiles à neutrons, produisent des ondes gravitationnelles qui se propagent vers l'extérieur à travers le cosmos. Des détecteurs spécialisés sur Terre et dans l'espace peuvent enregistrer ces ondes quand elles passent. Les astronomes décrivent parfois cela comme l'astronomie multimessager, parce que l'univers envoie ses messages dans de multiples types de signaux, pas seulement en lumière électromagnétique. La fusion de deux étoiles à neutrons, par exemple, a été observée simultanément en ondes gravitationnelles, en rayons gamma, en rayons X, en ultraviolet, en lumière visible, en infrarouge et en ondes radio. Chaque canal fournissant des informations différentes et complémentaires sur l'événement. La contrepartie en lumière visible dans ce cas n'est qu'un morceau d'une histoire bien plus grande. Ceci est un cadre utile pour penser à ce qu'est réellement le ciel nocturne sombre. C'est le canal en lumière visible du cosmos, vu depuis notre planète par l'œil humain sans aide. C'est un seul canal d'un univers multicanaux, vu par un seul type de capteur depuis un seul point de vue. L'information disponible dans ce seul canal depuis ce seul capteur est nécessairement limitée, mais elle n'est pas nulle. Le ciel sombre dans le canal visible nous dit, même avec sa bande passante limitée, que l'univers a un âge fini et est en expansion. C'est une quantité remarquable d'informations à extraire d'un seul canal. Il y a une observation plus profonde ici qui mérite d'être prise doucement. Chaque instrument que les astronomes ont construit, sensible à une nouvelle bande de longueur d'onde,
ou à un nouveau type de signal, a révélé des sources qu'aucun instrument précédent ne pouvait voir. Les premiers radiotélescopes au début du XXe siècle ont découvert une population entière de radiogalaxies et de pulsars que l'astronomie optique n'avait jamais remarqués. Les premiers observatoires en rayons X ont révélé que les trous noirs en accrétion de matière pouvaient être parmi les sources les plus brillantes du ciel dans cette bande, tout en étant presque invisibles dans la bande visible. Les premiers observatoires infrarouges ont révélé qu'une grande fraction de la formation d'étoiles dans l'univers se produit à l'intérieur de régions enveloppées de poussière qui la cachent complètement de la vue optique. Ce motif ne s'est pas arrêté. Chaque nouvelle génération d'instruments découvre des populations de sources que ses prédécesseurs ne pouvaient pas voir. L'univers semble être patient avec nous. Il n'annonce pas tout d'un coup. Il attend que nous construisions le récepteur qui peut entendre chaque nouveau canal. Et puis il parle dans ce canal dès que nous écoutons. En mettant tout cela ensemble, nous voyons que l'univers est loin d'être sombre. Il est lumineux à travers chaque canal sur lequel nous avons appris à écouter. L'obscurité optique du ciel nocturne est une caractéristique de notre biologie, pas du cosmos. Avec des yeux plus larges, nous verrions un univers rempli de lumière à chaque longueur d'onde, structuré par des sources de toutes sortes, signalant à travers chaque canal. Cela soulève une pensée tranquille. Le ciel sombre que nous voyons dans la bande visible n'est pas le rapport de l'univers sur lui-même. C'est l'univers filtré par un type particulier d'observateur avec un type particulier de sens. Un observateur différent avec des capteurs réglés différemment verrait un univers différent. Le cosmos lui-même est bien plus riche que ce que n'importe quel capteur unique ne peut détecter. Chaque nouvel instrument que nous construisons, sensible à une nouvelle longueur d'onde ou à un nouveau type de signal, révèle davantage de ce qui a toujours été là. Il y a quelque chose de beau dans cela. L'univers ne fait pas sa publicité vers nous dans les longueurs d'onde que nous voyons par hasard. Il fait sa publicité dans tous les canaux à la fois. Nous sommes simplement trop étroits biologiquement pour recevoir la plupart de ces publicités directement. Avec des instruments, nous élargissons notre portée. Et le cosmos nous récompense en montrant de plus en plus de sa structure. Et pourtant, le ciel optique sombre que nous voyons avec nos yeux n'est pas rien. C'est le canal dans lequel nous vivons. Celui que notre biologie a évolué pour utiliser. C'est une fenêtre sur l'univers que notre espèce regarde depuis aussi longtemps que les humains ont regardé le ciel. Les questions qu'il a suscitées, y compris celles que nous avons travaillées, ont mené à la découverte de l'expansion cosmique, de l'âge fini de l'univers, de l'existence du fond diffus cosmologique et de bien d'autres vérités profondes. L'étroitesse de notre fenêtre biologique ne nous a pas empêchés de trouver la vérité plus large. Le ciel optique sombre, correctement compris, a été l'un des grands professeurs. Nous avons parcouru un long chemin. Nous avons commencé avec une question simple. Pourquoi le ciel nocturne est-il sombre quand l'univers est plein d'étoiles? Nous avons suivi cette question à travers la diffusion atmosphérique, l'exposition photographique, l'énoncé formel du paradoxe géométrique, les résolutions historiques échouées, la résolution moderne impliquant l'âge fini et l'expansion de l'univers, et la riche population de sources visibles dans des longueurs d'onde, au-delà de l'optique. Nous avons fini dans un endroit que la question simple ne suggérait pas au départ. Le ciel sombre, correctement compris, n'est pas une absence. C'est un enregistrement, c'est une mesure. C'est l'univers qui nous parle de ses caractéristiques à la plus grande échelle. Rassemblons les fils et posons-les doucement, un à la fois. Le premier fil est local. Le ciel diurne de la Terre est brillant parce que l'atmosphère diffuse la lumière du Soleil. La diffusion dépend de la taille des molécules atmosphériques et de la longueur d'onde de la lumière. Sans atmosphère, même un monde éclairé par le Soleil aurait un ciel noir. La Lune nous le montre directement. Le deuxième fil est photographique. Beaucoup d'images que nous avons de l'espace montrent un fond noir derrière des objets de premier plan brillants. Ce n'est pas parce que l'univers est vide. C'est parce que l'exposition requise pour imager un premier plan brillant est trop courte pour capturer les étoiles d'arrière-plan bien plus faibles. Les fonds noirs dans les images planétaires sont un artefact du choix d'exposition, pas une description du vide cosmique. Le troisième fil est cosmologique.
Le ciel nocturne sombre que nous voyons depuis la Terre n'est pas aussi brillant que l'argument géométrique simple le prédirait. Le fait que le ciel soit sombre est une preuve sur la structure de l'univers lui-même. Le quatrième fil est temporel. L'univers n'est pas éternel. Il a un âge fini. La lumière des régions de l'espace au-delà d'une certaine distance n'a pas eu le temps de nous atteindre. Le cinquième fil est spatial. L'espace lui-même est en expansion. La lumière voyageant à travers l'univers en expansion est étirée. Ses longueurs d'onde grandissent au cours du voyage. Le sixième fil est dynamique. L'expansion accélère. Certaines sources reculent maintenant de nous si rapidement que leur lumière quittant aujourd'hui ne nous atteindra jamais. Il y a un horizon cosmique des événements au-delà duquel l'univers est définitivement hors de notre portée. Le septième fil est biologique. Même l'univers que nous pouvons voir contient bien plus de lumière que ce qui atteint nos yeux. À travers le spectre électromagnétique complet, l'univers brille dans toutes les directions. L'obscurité optique du ciel nocturne est une caractéristique de notre fenêtre biologique qui ne voit qu'une tranche étroite du spectre complet. Ces 7 fils tissés ensemble font le ciel nocturne sombre que nous voyons. Le noir n'est pas une caractéristique unique, c'est le résultat de nombreuses caractéristiques travaillant ensemble. La géométrie de notre atmosphère, les limitations de nos caméras, la structure de l'expansion cosmique, l'âge fini de l'univers, l'existence d'horizons, la mortalité des étoiles et l'étroitesse de notre fenêtre biologique sur le spectre. Chaque fil contribue sa part. Chacun est nécessaire pour produire le ciel que nous voyons réellement. C'est, à sa manière, une réponse satisfaisante. Elle ne ressemble pas à une seule astuce ingénieuse. Elle ressemble au résultat naturel de la façon dont l'univers fonctionne. Il y a une dernière observation qui mérite d'être faite. Le ciel nocturne sombre a été un professeur. La question de pourquoi le ciel est sombre a, au fil des siècles, poussé les penseurs à considérer la structure du cosmos aux plus grandes échelles. Elle a aidé à identifier l'âge fini de l'univers, l'expansion de l'espace, le décalage vers le rouge des sources lointaines et l'existence d'horizons. L'énigme, qui semblait au départ comme une petite curiosité géométrique, s'est avérée mener à certaines des découvertes les plus profondes de toute la cosmologie. Ce motif est commun en science. Les petites questions prises au sérieux mènent à de grandes réponses. Le ciel nocturne, simplement en étant sombre, nous a dit des choses sur l'univers que nous n'aurions pas pu apprendre d'aucune autre manière. Le ciel sombre est une preuve librement disponible à quiconque est prêt à sortir et à lever les yeux. Il ne requiert pas de télescope, ni de détecteur, ni de longs calculs. Il requiert simplement que quelqu'un remarque le noir et demande pourquoi il est là. Il y a une pensée finale à laisser. Le noir entre les étoiles n'est pas vide. Il est rempli de lumière que nous ne pouvons pas voir directement. De lumière qui a été étirée hors de notre vue. De lumière qui n'a pas encore eu le temps d'arriver. Et de lumière qui n'arrivera peut-être jamais. Il est rempli de l'histoire de l'univers, encodé dans les photons qui arrivent, et dans le silence de ceux qui n'arrivent pas. Chaque zone d'obscurité au-dessus de nos têtes a sa propre histoire. Certaines zones sont sombres parce qu'aucune étoile ne se trouve le long de cette direction dans l'horizon observable. Certaines sont sombres parce que l'expansion a emporté toute source hors de notre bande visible. Certaines sont sombres parce que la ligne de visée traverse une région de l'univers primitif avant que les étoiles n'existent. Certaines sont sombres parce que nos yeux ne détectent tout simplement pas la lumière qui est là. Toutes ces raisons ensemble font le ciel nocturne que nous voyons. Aucune d'entre elles n'est un défaut ou un échec. Chacune est un morceau de la façon dont l'univers fonctionne réellement. Le noir est l'une des choses les plus honnêtes qui nous sont montrées quand nous levons les yeux. Il ne prétend pas être vide. Il est plein d'une histoire que nous apprenons encore à lire. Il y a une symétrie tranquille dans la façon dont la résolution est arrivée. Pendant de nombreux siècles, la question de pourquoi le ciel nocturne est sombre a été traitée comme un puzzle à résoudre en ajoutant des caractéristiques supplémentaires au tableau du cosmos. Chaque caractéristique proposée a échoué à son tour, et le puzzle a persisté. Puis, dans les premières décennies du XXe siècle, le tableau du cosmos lui-même a changé. L'univers s'est avéré avoir un commencement, être en expansion, avoir des horizons au-delà desquels nous ne pouvons pas voir.
Une fois ces caractéristiques en place, le ciel sombre a cessé d'être un puzzle et est devenu une conséquence naturelle. La question s'est dissoute. Non pas parce que quelqu'un a trouvé le bon petit ajustement à faire à l'ancien tableau, mais parce que le tableau lui-même a été remplacé par un plus précis. Le ciel sombre était toujours une preuve sur la structure plus large de l'univers. Nous n'avions simplement pas encore construit le cadre dans lequel cette preuve avait du sens. C'est un motif qui revient à travers la science. Un puzzle de longue date, résistant aux petites corrections, s'avère parfois être une preuve d'une caractéristique plus profonde de la façon dont le monde fonctionne. La correction, quand elle arrive, n'est pas un ajustement ingénieux au tableau existant. C'est un nouveau tableau qui résout le puzzle naturellement. Il y a quelque chose d'humiliant dans cela, et quelque chose de plein d'espoir. L'univers nous montre ses caractéristiques dans les lacunes aussi bien que dans les lumières. Le ciel sombre au-dessus de nos têtes est une sorte de signature écrite en absence plutôt qu'en présence. De la façon dont le cosmos est arrangé à des échelles que nous ne pouvons pas directement visiter. Nous n'avons pas besoin de voyager jusqu'à l'horizon cosmique pour savoir qu'il est là. L'horizon se fait connaître par l'obscurité qu'il laisse au bord de notre ligne de visée. Nous n'avons pas besoin de chevaucher un photon pour savoir que l'espace est en expansion. L'expansion se fait connaître par l'étirement de la lumière au cours de son voyage. Nous n'avons pas besoin d'attendre que l'univers vieillisse pour détecter que l'univers a un âge. L'âge se fait connaître dans la seule obscurité des espaces entre les étoiles au-dessus de nos têtes. Ces autorévélations tranquilles du cosmos sont parmi les dons les plus profonds de l'observation attentive. Le ciel nocturne est l'un des plus doux d'entre eux. Il est librement disponible, ne demande aucun instrument, et récompense l'attention patiente avec des informations qu'il a fallu des générations d'esprits brillants pour extraire. Sors ce soir et laisse tes yeux s'adapter à l'obscurité et lève les yeux. Et tu regardes des preuves sur la structure de l'univers à des échelles de milliards d'années-lumière. Il y a une gentillesse dans cela. La question de pourquoi le ciel est sombre s'avère avoir une réponse qui n'est pas effrayante, pas paradoxale, pas hostile. C'est une réponse sur l'échelle et le temps et la biologie. C'est une réponse qui laisse l'univers être ce qu'il est. Le ciel sombre ne nous cache rien. Il nous montre ce à quoi un univers jeune, en expansion et structuré ressemble de l'intérieur, à travers la fenêtre étroite des yeux humains. Alors, quand tu sortiras la prochaine fois par une nuit claire et sombre, et que tu lèveras les yeux, et que tu verras les étoiles familières dispersées à travers le noir familier, tu peux penser à tout cela. Le noir n'est pas ce qu'il paraît au premier abord. Il est plein d'histoires cosmiques. Les étoiles sont les parties brillantes d'un tableau bien plus grand. Le noir entre elles est le reste de ce tableau, peint dans des couleurs pour lesquelles nos yeux n'ont pas été construits. Et le tableau, quand il est assemblé, est l'une des choses les plus remarquables que nous ayons jamais découvertes sur notre univers. Le ciel au-dessus de nos têtes, aussi sombre qu'il paraisse, nous parle du cosmos depuis aussi longtemps que quelqu'un s'est soucié d'écouter. Il nous dit que l'univers est fini en âge. Il nous dit que l'espace est en expansion. Il nous dit qu'il y a des horizons au-delà desquels nous ne pouvons pas voir. Il nous dit que le cosmos est lumineux dans des longueurs d'onde hors de notre portée. Il nous dit, en fin de compte, qu'il y a bien plus d'univers, qu'il n'y a Dieu pour le voir. Et alors le ciel sombre au-dessus de nos têtes, qui semblait autrefois comme une toile de fond vide ou un puzzle non résolu, devient au contraire un compagnon tranquille de la nuit. Il porte l'histoire de l'expansion cosmique dans chaque zone de noir entre les étoiles. Il porte l'âge fini de l'univers dans les directions où la lumière n'est pas encore arrivée. Il porte l'existence d'horizons dans les régions qui resteront à jamais au-delà de notre portée. Et il porte l'étroitesse de notre propre fenêtre biologique dans chaque longueur d'onde de lumière invisible qui passe à travers nous sans être vue. Il n'y a aucune urgence à rien de tout cela. Le ciel sombre était ici avant nous et restera après nous, faisant ce qu'il fait, disant ce qu'il dit, à quiconque regarde. La question de pourquoi il est sombre a reçu sa réponse, plus ou moins, dans le tableau moderne de la cosmologie. La réponse est douce et cohérente et satisfaisante. Elle ne nous demande rien d'autre que de la comprendre. Et la comprendre ne demande rien de plus que le travail soigneux, patient
étalée sur des générations, de lever les yeux et de demander ce que nous voyons. Et alors nous laissons la question reposer là où elle appartient. Non pas dans l'inquiétude, mais dans l'émerveillement. Le noir n'est pas vide. Il est seulement jeune, et très loin, et décalé vers des longueurs d'onde que nos yeux n'ont jamais été construits pour voir. Laisse ta respiration ralentir. Laisse la journée s'effacer. Dors bien et bonne nuit.